Bonjour Pierre Moscovici. Bonjour. Les États-Unis restent-ils des partenaires fiables pour l'Europe? Des partenaires et des alliés, bien sûr, fiables. Ce n'est pas un problème de jugement moral. La décision du président Trump est une décision dommageable à tous égards. Elle est dommageable politiquement, elle comporte des risques militaires. On l'a vu et cette elle nuit. est économiquement inacceptable. Et donc, il faut que les Européens, et ils le font d'ailleurs, face à cette décision, opposent un front ferme et uni. Ferme, parce qu'il faut continuer à appliquer cet accord iranien qui est nécessaire. Pourquoi ? Pour la paix du monde, tout simplement, pour éviter la nucléarisation de ce pays, et uni pour dire que les sanctions ne peuvent pas empêcher nos entreprises de commercer, de vendre en Iran, dès lors que ce pays lui-même continue à vouloir rester dans l'accord, demande des garanties pour ce faire et applique l'accord. Parce qu'il faut bien voir pourquoi cet accord a été conclu. Il a été conclu pour éviter que l'Iran se dote d'une arme nucléaire et constitue un danger pour la région et pour le monde. Une fois qu'on a dit qu'il faut être ferme face aux États-Unis, pardon, mais il reste un petit bout de chemin à faire. Les États-Unis donc ont décrété, vous l'avez dit, le principe d'extraterritorialité sur le commerce mondial. Concrètement, ça veut dire qu'ils estiment que toute transaction en dollars les regarde. Ils menacent donc de représailles des entreprises comme Total, Siemens, Airbus, Renault, etc. Vous avez dit qu'il faut être ferme, il faut que l'Europe soit unie, il faut qu'elle soit ferme. De quels leviers légaux dispose l'Europe pour s'opposer à ces règles-là, en sachant que le président américain a donné 90 jours aux Européens pour se mettre raccord avec sa décision? La fermeté, ça a d'abord un sens par rapport à l'accord lui-même. C'est de faire ce que font les Britanniques, les Allemands, les Français et ce que dit aussi la Commission européenne. Cet accord doit être appliqué. Et le partenaire avec lequel nous devons, sur ce point-là, discuter, c'est l'Iran lui-même. Notez d'ailleurs que le président Rouhani a eu une approche finalement plutôt modérée et réaliste, considérant que cet accord devait continuer à s'appliquer si les Européens étaient capables d'apporter des garanties. Pour l'instant, ils le sont. Ça fait 24 heures, cette affaire. Mais oui, cet accord est appliqué et il est contrôlé par les institutions internationales. Il en va aussi du sort du multilatéralisme. Ça, c'est la première fermeté, c'est la fermeté politique. Ensuite, sur la partie économique, il faut apporter des réponses. Et là, je ne vais pas les improviser ce matin, ça suppose deux choses. J'imagine que vous avez un peu anticipé, ça nous rassurerait. Ça suppose, c'est une affaire aussi qui concerne les Européens, les États européens. Ne mettons pas à Bruxelles ou à la Commission tous les pouvoirs, même si nous sommes une partie prenante, et la Commission, avec ma collègue Mogherini, est signataire au nom de l'Union européenne de cet accord. Mais ça veut dire deux choses. Ça veut dire d'abord trouver les parades juridiques et économiques, et ça suppose là, pour le coup, une vraie fermeté de dire à nos amis américains que ça n'est pas possible. Mais est-ce que ça suppose une deuxième chose. C'est important ce que vous dites, Pierre Moscovici. Ça veut dire qu'on peut dire non aux États-Unis. Mais on ne peut pas accepter cela. Il faut donc trouver des parades. Et il faut les trouver vite. Et puis la deuxième chose, c'est que tout ça, et c'est pour ça qu'il faut aussi garder son sang-froid et éviter les escalades, laissons ça au président Trump, c'est que le dialogue se poursuit. Ce n'est pas la fin de l'histoire. Le dialogue se poursuit avec l'Iran, le dialogue se poursuit aussi avec les États-Unis. Mais un dialogue qui doit être, encore une fois, ferme. Ferme, donc ça veut dire qu'il y a des leviers légaux d'ores et déjà qui existent pour contourner. Il y a eu un précédent, vous le connaissez très bien, vous étiez ministre, c'est le précédent de BNP qui avait commercé avec l'Iran, qui a été sanctionné de 9 milliards par les États-Unis. Vous pensez qu'il y a des entreprises françaises qui peuvent dire l'Iran plutôt que les États-Unis? Je comprends tout à fait l'inquiétude des entreprises françaises et des autres d'ailleurs, mais des entreprises françaises. Tenez, moi j'ai été pendant 20 ans élu à Sochaux, je sais ce que l'automobile représente pour l'automobile française, pour l'Iran, et l'Iran pour l'automobile française. Donc je comprends ça. Mais il faut bien que les entreprises sachent que les États membres, que la Commission européenne cherche des solutions, vont les trouver, que ce soit dans le dialogue ou que ce soit par le droit. Et puisque vous évoquiez l'affaire BNP, je n'ai pas le droit d'en parler, c'est une affaire ancienne, mais il y avait une situation qui était bien différente, puisque précisément, et c'est ça la différence majeure, à l'époque, il n'y avait pas d'accord avec l'Iran. Les États-Unis sont devenus le gendarme économique du monde, parce qu'il y a d'autres dossiers que vous avez à traiter. Donald Trump a prolongé, il a décidé de prolonger de 30 jours l'exemption de l'Union européenne sur les taxes de 25% sur l'acier et 10% sur l'aluminium. Là, pareil, est-ce qu'on va réussir à éviter une guerre commerciale? La formule gendarme économique fait choc, mais la vérité, elle a un autre nom. C'est que les États-Unis de Donald Trump ont choisi, depuis son élection,
une voie qui s'appelle l'unilatéralisme, de prendre des décisions sans tenir compte des intérêts des autres et de la voix des autres. Ils l'ont fait à plusieurs reprises. Tenez, ils sont quand même sortis des accords de Paris, et ça, c'est le changement climatique qui est en cause. Ils ont dénoncé un projet de traité qui était très avancé avec les États du Pacifique qu'on appelle le TPP. Il y a cette affaire iranienne, et il y a aussi cette affaire de droits de douane sur l'acier et l'aluminium. Et là, je le redis, il est absolument fondamental, et c'est la position de l'Union européenne, que l'exemption temporaire devienne une exemption définitive. Et là encore, même chose, il faut être ferme et unis. Alors, très important. Je voudrais quand même passer ce message au passage à ceux qui se disent, en Europe, et ça peut exister cette tentation, les États-Unis sont très importants pour nous, mais oui, ils sont très importants pour nous et pour nous tous. Mais du coup, freinons sur l'Europe, ils se trompent. Vous pensez aux Allemands, là? Je pense qu'il faut accélérer. Je pense que quand on a affaire à un partenaire unilatéral, il faut être capable, encore une fois, mon mot d'ordre il est le suivant, fermeté et unité, et il faut avancer. Je vais prendre un exemple qui est dans mon champ d'action, la taxe, la fameuse taxe qu'on appelle la taxe GAFA, qui est en fait une taxe sur l'ensemble des géants du numérique, il y en a plutôt 150 que 4. Eh bien, cette taxe-là, il ne faut pas être freiné par je ne sais quelle crainte américaine, il faut au contraire accélérer. Là encore, il faut que l'Europe montre sa force. Hier, c'était la journée de l'Europe, que l'Europe montre qu'elle est une communauté. Ça fait longtemps qu'on l'attend que l'Europe montre sa force. Il y a une occasion peut-être historique. Ça lui arrive, il y a une occasion, il y a une opportunité paradoxale. Alors, Emmanuel Macron sera à l'honneur aujourd'hui à Aix-la-Chapelle en Allemagne. Ça fait des mois qu'il pousse l'idée d'un budget de la zone euro. Là aussi, c'est des sujets que vous maniez au quotidien. On a l'impression que ça piétine, que les Allemands n'en veulent pas. Est-ce que les choses sont en train d'avancer? Est-ce que vous avez bon espoir qu'avant fin juin, on puisse, sur ce sujet-là, avancer, conclure l'idée d'un budget de la zone euro, par exemple? Je suis, comme Emmanuel Macron, favorable à ce que la zone euro ait un budget qui lui permette d'investir d'un côté, de réduire les divergences entre les États membres et au sein des États membres de l'autre, et enfin de lutter contre le chômage. Je suis favorable à ce que ce budget soit animé, parce que c'est la démocratie, par un ministre des Finances de la zone euro. Je suis favorable à ce que ce soit contrôlé par un Parlement de la zone euro. Je sais qu'il faut en convaincre nos amis allemands. C'est pas fait, donc c'était la question. Je pense, non, bien sûr, c'est pas fait. Mais je pense que la rencontre d'aujourd'hui, bien sûr, c'est un prix. Un prix récompense une volonté, et elle est là, récompense des propositions, et je me réjouis qu'elle soit là. Mais maintenant, il faut passer des discours aux réalités, et je crois que nos amis allemands doivent entendre le message qui est que l'Europe, maintenant, ne peut pas piétiner, que le statu quo n'est pas possible, qu'il faut avancer. On va avancer ensemble en tenant compte, bien sûr, des positions divergentes, mais il faut avancer fortement. Être à la hauteur, encore une fois, c'est le message que nous donne Trump. Face à ça, il faut être plus européen, plus uni, plus ferme, plus fort. C'est dit. Merci beaucoup, Pierre Moscovici. C'est à vous, Thierry. Merci beaucoup, Caroline. Bonne journée.